Bienvenue dans notre émission Sapycopark. L'angle de Sapycopark est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des opinions, des positions plus ou moins différentes, divergentes. Et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer les idées reçues. Le stress, un mal ou un bien ? Le saviez-vous? Définition du stress selon l'OMS. Le stress apparaît chez une personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. Le stress est étudié pour la première fois par Hans Selye en 1936. Les expériences de cet endocrinologue canadien sur les rats conduisent à définir cette réaction physiologique comme le syndrome général d'adaptation. Il s'agit des réponses aux demandes ou sollicitations exercées sur l'organisme. En situation de stress, Selye distingue 3 phases. La réaction d'alarme face à l'agression, le corps manifeste les premiers signes provoqués par la libération d'hormones comme l'adrénaline. La phase de résistance, lorsque l'agression se prolonge, l'organisme résiste et compense les dépenses énergétiques occasionnées pour faire face au stress. La phase d'épuisement, l'individu ne parvient plus à s'adapter à la situation de stress, l'organisme craque. Si cette définition donne une idée claire des réactions physiologiques déclenchées par le stress, elle ne prend pas en compte le volet psychologique. On oublie souvent que le stress est une réaction normale et nécessaire pour l'homme. Le bon stress. Bonjour Philippe. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais tout de suite commencer. Est-ce que cette interview te stresse ? Est-ce que j'ai l'air stressé ? A priori, non, mais peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas être stressé. Il est possible que je sois stressé si tu me piques fort. Ah, si je te pique fort. Peux-tu m'expliquer exactement ce que c'est que le stress et le bon stress ? Alors, j'aime bien ce texte-là que tu viens d'aborder parce que il y a quelque chose qu'il faut peut-être stipuler, c'est que il y a très longtemps, on était des animaux, très 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 longtemps. Et en fait, aujourd'hui, on peut comparer cette définition du stress avec le comportement animal. Simplement qu'au moment où il y a une situation d'inconfort, de danger, on va effectivement avoir ce fameux flux chimique, adrénaline puis cortisol, qui va se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on nous a construit de telle manière qu'au moment où le danger arrive, eh bien, on a la respiration qui augmente, je décris chez l'humain le stress, la respiration augmente, les vaisseaux sanguins se dilatent pour pouvoir courir ou voler ou nager, le règne animal. Et fuir le danger, par conséquent. Et fuir le danger, par conséquent. Et donc, les fonctions cérébrales, gustatives, sexuelles sont coupées et il faut courir. Alors, et on fonctionne toujours comme ça. L'adrénaline, effectivement, va sortir, sauf que l'animal, lui, il court, il dépense son adrénaline, et nous, comme on ne court pas, eh bien, on la stocke et elle devient toxine. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être qu'on apprenne à courir. Mais alors, comment tu expliques que chez certaines personnes, comme tu viens de le souligner, ça stimule la motivation peut-être de courir plus vite pour échapper à un danger et permet de mieux se préparer à ce qui est en train de se dérouler, et que chez d'autres, au contraire, le stress est tellement présent que il y en a certains qui le disent, ça me paralyse. Pourquoi ça se manifeste différemment en fonction des personnalités et parfois des situations ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a notre vision du monde, notre éducation, ce qu'on a vécu, on s'est construit dessus. Contrairement aux animaux qui, eux, agissent dans le présent, il faut fuir ou il faut attaquer. Nous, on va réagir par rapport à ce que l'on est nous-mêmes. Et donc, il y a des personnes qui vont effectivement, face au stress, enclencher des talents qui vont faire qu'ils vont réussir à gérer la situation, et d'autres qui vont baisser les bras ou s'effondrer parce qu'ils ne sont pas forcément en mesure d'agir dans l'objectif, l'objectif de sortie de crise. Donc ils vont focaliser sur le problème plutôt que focaliser sur la solution.
Beaucoup m'ont posé la question comment on fait la différence entre le stress, l'anxiété et l'angoisse, parce que c'est vrai que quelque part ces trois termes définissent un état de peur face à un événement, c'est ressenti à des degrés différents, mais qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre ces trois termes? Alors, je ne vais pas faire un discours de psy parce que je ne suis pas psy, on ne va pas chercher la définition de chacun, mais comme moi je cherche les causes avec les personnes avec qui je travaille, et je l'ai d'abord fait pour moi, le stress, c'est le moment d'adaptation. On rentre dans une zone dangereuse. Donc ça peut être une prise de parole en public, ça peut être plein de choses qui font qu'il y a un dérangement, on n'est pas dans la tranquillité. Ça, c'est le stress. Comme tu dis souvent, dans la zone de confort. La zone de confort, là, on rentre dans une zone d'inconfort. Ça peut être une zone plus qu'inconfortable, parce qu'il y en a d'autres des zones, zone de panique, etc. Donc ça, c'est le stress, c'est un moment d'adaptation. Je mets en place, comme on a dit, le système pour pouvoir, entre guillemets, courir, puisque je fais partie du règne animal. L'anxiété, en revanche, si on cherche et qu'on trouve les causes ou la cause de l'anxiété d'une personne en particulier, on est tous différents, eh bien, ça peut être basé sur une peur. La plupart du temps, il y a des peurs, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Ça peut être de la confiance en soi, ça peut être un manque de communication, et ça génère effectivement cette anxiété. Maintenant, et alors l'angoisse, justement, là, on est plutôt sur le résultat de schémas mentaux. D'accord. C'est-à-dire que notre mental va effectivement nous élaborer des scénarios, des choses qui sont... C'est pour ça qu'on dit crise d'angoisse. Oui, parce que là-haut, ça commence à parler tout seul. Et le fait de travailler sur son stress, c'est justement d'arriver à faire taire ce qui se passe là-haut avec des techniques qui s'apprennent et qui se pratiquent. Il ne suffit pas juste de les apprendre, il faut les pratiquer de jour en jour. Moi, ça fait 40 ans que je le fais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à ce que j'appelle pratiquer l'art de bien vivre. Parce qu'on prend le recul. Alors justement, l'art de bien vivre, les Français a priori ne l'ont pas, parce que quand on regarde les Français et le stress, c'est quand même assez fou, parce que ce fléau serait responsable de 75 à 90% des consultations médicales. Donc a priori, nous sommes plus stressés en France. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Le Français serait-il un petit peu mécontent et râleur ? Juste un peu. Bon, il y a une bande... C'est ce qui fait son charme. Exactement. La bande dessinée des Gaulois l'exprime très bien. Si le Français n'était pas râleur, elle n'aurait jamais vu le jour. Donc, effectivement, on n'est jamais content. Et il y a une chose qu'il faut peut-être exprimer, je vais essayer de le faire très vite, c'est que de la petite école jusqu'à notre diplôme ou notre métier, on est en phase d'apprentissage. Et une fois qu'on sort de cette phase et qu'on a nos week-ends et qu'on rentre dans la vie active, plus personne pour nous embêter. Et on transforme le mot apprentissage en problème, galère, tous les mots qui vont avec. Et pas expérience. Et pas expérience, parce que ça, on ne nous a pas appris à le faire. On nous a appris des problèmes de baignoire qui fuit, etc., en philo, quel que soit le niveau. Ne me rappelle pas de mauvais souvenirs, s'il te plaît. De mauvais souvenirs. Oui, bravo de l'avoir dit, de mauvais souvenirs. Donc quand on rentre... parce que je n'arrivais pas à résoudre les problèmes, voilà, et j'avais du mal à les comprendre. Mais ce sont des mauvais souvenirs, parce qu'on nous a posé des problèmes. Et donc, à partir du moment où on sort de cette période de liberté finalement, on rentre dans le monde des adultes, entre guillemets, eh bien l'apprentissage, on n'en parle plus. Pourtant, il est là jusqu'à notre dernier jour. Oui. Et ça, on ne l'a pas compris. Peut-être que dans d'autres pays, on l'aborde un petit peu différemment, mais en France, on n'a pas ça. Dans notre éducation, on est un petit peu dans la culpabilité, dans le thé mauvais, on n'est pas dans la valorisation. Voilà, tu es en train de me dire qu'en fait, on nous formate depuis qu'on est petit pour stresser. C'est ça. Pour mal réagir. Pour mal réagir. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat de c'est volontaire ou involontaire, et c'est l'éducation nationale. Non, ce n'est pas ça le truc. C'est qu'on est fabriqué comme ça. Quand on regarde les anglo-saxons, eux, ils sont dans la valorisation. C'est bien, tu as réussi. Il y a 10 lignes qui sont bonnes et une qui est mauvaise. En France, on va pointer le doigt sur celle qui est mauvaise. Oui, j'en connais certains même au niveau de la régie qui réagissent comme ça avec leurs enfants. Quels sont en gros les facteurs de stress ? Parce qu'on dit que quelles que soient les causes et les origines, en fait le mécanisme reste le même. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a l'agent ou la source du stress, la réaction de stress et la perception de notre stress. On sait qu'il est d'origine physique, psychologique ou professionnelle. Comment on arrive à se dire, tiens, ça c'est un stress d'origine physique, alors peut-être parce qu'on s'est coupé ou autre,
Ça, c'est plutôt psychologique. Bon, alors professionnel, oui, on le met de côté parce que là, c'est évident. Ça en fait partie. Mais comment on arrive à distinguer ces perceptions différentes de stress? Eh bien là, la solution psychologique, par exemple. Psychologique, l'idée là, c'est, mais ça s'apprend, c'est pas là parce que je vais le citer que ça va marcher, il faut le travailler, c'est d'arriver à identifier une cause. Parce que quand il y a stress, il y a dérangement. Est-ce que c'est un dérangement qui se passe là-haut? Est-ce que c'est un dérangement lié à une situation physique, matérielle bien mesurable? Est-ce que c'est lié à un stress qui vient d'autres personnes parce qu'on est inondé de mails, par exemple, pour mettre un pied dans le professionnel? La cause, c'est pas parce qu'en fait, les gens, enfin tout le monde, aujourd'hui, dit « je suis stressé ». Ok, tu es stressé, oui, mais c'est quoi la cause? Oui. Alors, je te pose cette question parce que c'est vrai que quand on dit que tu es confronté dans des cas de maladie, de décès, de séparation, de soucis d'argent, que tu as peur, que tu es frustré, tu es en colère, ça peut être susceptible en effet de déboucher vers un stress. Mais là, j'ai sorti, je ne sais pas si tu connais, des sources de stress psychologique et j'ai quand même été assez effarée qu'on puisse stresser sur certaines choses. Alors, comme je viens de le dire, oui, un décès, c'est au top du stress. Divorce, rupture conjugale, emprisonnement, c'est pas au top. Hein, voilà. Décès d'un proche, finalement, on descend. Mariage, comment peut-on stresser quand on va se marier? Mais ce qui m'a fait le plus bondir, alors déjà la retraite, alors qu'en fait, la retraite, tu vas avoir du temps pour toi, mais on trouve Noël. Alors, alors en plus, derrière, tu tombes sur... tu fais tes totos, et puis quand tu as plus de 300, alors là, tu risques fortement de tomber malade. Si tu as entre 150 et 300, on risque de maladie modérée. Et puis, si tu es inférieur à 150, risque de maladie faible. Comment peut-on stresser sur des facteurs comme ça? Et comment peut-on les apprécier, les doser pour te dire attention, là tu as plus de 300, tu vas sûrement tomber malade à cause de ton stress? Alors ça, c'est l'échelle de Holmes. Il y a un paquet de lignes. Tu as cité mariage. Si on prend l'emprisonnement, la retraite, qu'est-ce que je vois? Blessure ou maladie, réconciliation conjugale, grossesse. Qu'est-ce que c'est ça? Si on résume ça en un mot, c'est changement. Le changement chez l'être humain... Noël, c'est pas un changement. J'ai pas encore cité Noël. Ah, d'accord, ok. C'est un changement. Ça, c'est pour parler des premiers exemples que tu as cités. Le changement, ça génère du stress parce qu'il y a l'inconnu derrière. La peur égale inconnu. Ça, c'est très lié. Hein. Oui, la peur, oui. c'est justement l'inconnu. Pour la question du mariage et pour la question de Noël, il y a aussi la perception de ce qui va se passer. Est-ce que je vais bien réussir? Est-ce que je vais plaire? D'accord. Est-ce que ça va bien se passer? Et finalement, on s'abîme au lieu de prendre... C'est pas une critique ce que je dis. Oui. Au lieu de prendre un plaisir immense à préparer quelque chose, beaucoup de personnes perçoivent cela comme une galère, comme je disais tout à l'heure, ou un problème. Oui, il faut que j'arrive à cuire ce gigot. Oui, mais parce qu'ils se focalisent sur l'appréciation des autres et non pas sur leurs propres appréciations. Exactement. Si moi, ça me fait plaisir de cramer ma dinde de Noël quelque part, je m'en prends qu'à moi-même. Je me projette pas par rapport aux autres. Un peu quand même, parce que je vais angoisser à l'avance en me disant et si je fais cramer ma dinde Alors toi non, mais beaucoup de gens vont effectivement se poser des questions ou se mettre la pression. Parce qu'on n'a pas cité cette expression encore, se mettre la pression parce qu'il y a le souci de réussir, de faire quelque chose de bien. Et ça, souvent, c'est challengeant, qu'on soit bien d'accord. Oui. C'est le bon stress. D'accord. Mais il y a aussi des gens qui, j'aime pas le mot gens, mais des personnes qui, dans le souci de bien faire, ont aussi le désir de plaire. D'accord, donc trop perfectionniste. D'être bien vu, d'avoir de la reconnaissance. Il faut savoir que les êtres humains... Ta dinde, elle est délicieuse. Je n'ai jamais mangé une aussi bonne que ça, c'est ça? Merci, je t'aime, parce que tu me fais des compliments. Je me sens aimé. Okay. Et tous les êtres humains sont, quels que soient les endroits du monde, sauf ceux qui vivent une adversité terrible, ont pour désir d'être aimés, reconnus. Okay. C'est important de le dire, parce qu'en entreprise, en France, la reconnaissance est quand même un sujet à travailler.
à travailler. Bon, il n'y a pas qu'en entreprise. Hein. Les facteurs du stress physique, donc, est cité. Alors, j'étais un peu surprise. Des éléments stresseurs peuvent provenir de notre environnement physique, comme par exemple radiation solaire, hein, je parle. Bon. Les changements de pression en avion, température, bruit. C'est aussi ça qui alimente le français, parce que c'est vrai, le français, quand il pleut, il se plaint qu'il pleut. Quand il fait soleil, il se plaint parce qu'il fait soleil. C'est dur de se dire que certaines personnes peuvent stresser par rapport à... Alors, trop de bruit, oui, peut-être qu'on peut l'entendre, mais tous ces facteurs extérieurs, comme ça, peuvent avoir autant d'incidence? Oui, parce que si on parle de... Tu as cité l'altitude, le bruit, la température. Mais pourquoi ça va me stresser? Parce que c'est le corps qui réagit. D'accord. C'est le corps qui réagit. Quand on monte à Machu Picchu mais si j'ai froid, et qu'il n'y a pas d'oxygène... Oui, mais stresser. Il y a le... D'accord. Mais il y a un moment où on répond au stress du corps, consciemment ou inconsciemment. J'ai froid, je mets un pull. Donc c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ce stress physique, il est, sauf quand, bien sûr, tu es en train de dormir au milieu de la nuit et que tu as ton voisin qui fait un vacarme pas possible, peut-être que ça va te faire stresser parce que tu n'as pas assez d'heures de sommeil par rapport à ta journée de Là, en revanche, on est sur du dérangement. On n'est pas sur une question physiologique ou physique. Effectivement, on peut stresser, on peut répondre au stress physique ou physiologique par le manteau, par plein de choses qui vont effectivement améliorer la situation. Par contre, en revanche, plutôt, le deuxième exemple de la personne qui dérange, le bruit qui dérange, là, c'est un stress d'énervement, d'inconfort et de dérangement. Ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a les avions qui passent. Donc, tu es en train de me dire que, et c'est vrai que j'allais t'en parler, c'est vrai que ce soit Holmes ou d'autres, ou Richard Ray, ont beaucoup insisté sur l'importance de la perception qu'on se fait des choses. C'est-à-dire que quand j'entends beaucoup de bruit, ou quand j'ai un peu froid, machin, je me dis non, c'est mon corps qui réagit, je vais mettre un pull, je vais me mettre en maillot de bain, j'aurai moins chaud. On ne se dit pas tout ça. Etc. On se dit pas, pourquoi on ne se dit pas tout Parce ça? qu'on agit. Le râleur se le dit. Et la personne qui, effectivement, va être dans le bon mouvement pour avoir une vie tranquille, va répondre automatiquement à son stress par le palliatif nécessaire, le pull. D'accord. Alors, quand on voit, par exemple, cette personne qui est en train de se tirer les cheveux tellement qu'elle est stressée, toi, ça te parle? Mais oui, parce que ça, c'est extraordinaire, cette image, parce que, en fait, quand on est face à une situation très stressante, ou moyennement stressante à toutes les échelles. Soit c'est face à une personne, un argument, un désaccord, soit c'est une situation, mon pneu est crevé. Okay. Là, stressé, est-ce que tu peux le changer ton pneu? Mais oui, parce que c'est une bonne façon. C'est une action. C'est une action, parce que l'idée, c'est d'arriver à prendre le recul pour voir la situation. Et les gens qui se tirent les cheveux comme ça, s'ils en ont, ce sont des gens qui vont focaliser exclusivement sur le problème et sur le dérangement que ça cause. D'autres personnes vont apprendre, et c'est là que moi je forme, vont apprendre le recul, la vision de haut, de façon à voir ce qui se passe, à comprendre et à garder sa tête calme et à voir le focus solution plutôt que le focus problème. Alors le bon stress, parce que justement, tu as beaucoup de personnes qui te disent... moi, quand j'ai un sujet hyper important sur lequel je ne suis pas beaucoup inspirée, ou pour le faire rapidement, parce que plus je le fais en amont, plus je vais prendre de temps, il me faut que ça soit pour demain. Comme ça, je vais stresser parce que l'échéance est demain et ça va me servir à avoir de l'inspiration. Les mots me viennent facilement, j'écris plus facilement, j'ai le plan de ce que je vais présenter plus facilement. Comment tu expliques cette différence ? C'est une différence de fonctionnement. Il y a des gens qui vont courir vite, d'autres moins vite. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est toujours une différence de fonctionnement. C'est une différence de fonctionnement. Alors, soit un fonctionnement de perception, là en l'occurrence, pas forcément, c'est un fonctionnement physico, psychologico, je ne sais quoi. Oui, parce que tu sais que ça va être porteur de, quelque part d'inspiration. C'est ça. Je vais parler de mon cas, moi je ne suis pas stressé. Mais il m'arrive d'être dans un dérangement et de stresser. En revanche, pour rendre une conférence, un webinaire, etc., si on me le donne à faire 3 mois avant, je ne vais pas y toucher. Par contre, si on me dit c'est pour demain, là, il va être bien. Parce que je vais être dans le stress. Mais ça va là, c'est un bon stress. C'est-à-dire que tu vas utiliser pour être encore plus motivé. C'est ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Souvent, les managers travaillent au stress.
Il y a des professions qui travaillent sur le stress et puis qui, après, finalement... Alors que d'autres te disent « Ah non, non, moi je ne peux pas faire la veille non. pour le lendemain. Moi, je stresserai trop et j'y arriverai pas. Donc, moi, je suis obligée de me mettre 1 ou 2 mois. » Donc, peu importe. Le tout, c'est de se dire quelle perception j'ai des choses et comment je peux réagir et agir. C'est ça. En fait, je dis souvent, tatouons-nous ici en encre transparente le mot « pourquoi ». Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite ? C'est moi qui réagis mal, je réagis par rapport à la perception de l'autre, c'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison. Non, ils ont tous les deux raison, sauf qu'ils ont des points de vue différents. C'est pour ça qu'il y a des conflits, à toutes les échelles, que ce soit bien clair, entre un parent et un enfant, jusqu'au pays en international. C'est « j'ai raison, tu as tort ». Et il n'y a personne, à part les sages, qui vont dire « ok, on va prendre quoi là-dedans ? On va prendre quoi là-dedans dans l'intérêt de l'entreprise, par exemple, qu'est-ce qu'on va choisir pour que ce soit... On va définir les besoins, ça c'est hyper important, définir les besoins des 2 parties ou des 3 parties pour trouver le meilleur chemin dans l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que quand on a des opinions divergentes, on va se balancer nos arguments comme ça, se jeter même nos arguments parfois à la figure, parce qu'on est aussi en état de stress de ne pas arriver à convaincre l'autre, alors qu'en fait pour sortir de cette situation... Il faut se dire, OK. 2 points. 2 points. Il y a 2 points là-dedans. D'accord. Quand il y a un désaccord, tout de suite, il y a les égos qui se mettent en marche. Oui, en plus. On crée un deuxième problème, ça s'appelle une querelle de clocher. D'accord ? L'idée, c'est de reporter à froid, le lendemain, l'après-midi, etc. Et c'est... Parce qu'on ne va jamais sortir dans un bon sens, on ne va pas sortir de la situation de manière positive, ce n'est pas possible. Les égos se mettent en marche tout de suite et on est l'un contre l'autre. D'accord ? Et le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où on prend un argument face à la discussion, à l'adversaire, du coup, eh bien, au lieu de calmer ou quoi que ce soit, on va renforcer l'énergie de l'autre qui va surenchérir. On le voit dans les débats politiques chez les extrémistes à la télé, où quand ils sont en face, c'est une escalade. C'est une escalade parfois même de mots violents. Et de comportements mauvais. J'aime bien l'exemple que tu as pris tout à l'heure sur je viens de crever, mon pneu est crevé, là je suis une petite femme au bord d'une route au milieu de la nuit. Je ne sais pas comment changer mon pneu. Là, tu es en train de dire, c'est quand même normal qu'on puisse stresser par rapport à une situation parce que tout est anxiogène. On revient au problème de l'anxiété. Tout est anxiogène autour de soi, même si, tiens, je vérifie et puis j'ai même pas de galette dans mon coffre. Donc là, je suis avec un pneu. Donc il y a quand même des moments où c'est, reconnais-le, normal. Bien sûr que c'est normal. De stresser. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Ok. Même si c'est un mauvais stress, là, parce même si c'est un mauvais stress. À bord, angoisse maximum. Je vais te citer un exemple de mauvais stress, mais qui est travaillé. Quand on est dans un avion et que les masques à oxygène sortent, la consigne, c'est de se protéger soit d'abord soi-même, de façon à pouvoir aider le voisin. Quelque chose qui est une règle d'or chez les pompiers. On se protège soi-même, donc on gère la situation. Donc cette dame qui est au bord de la route la nuit va peut-être gérer la situation au mieux en s'enfermant dans sa voiture, c'est un exemple, et en prenant son téléphone pour appeler qui de droit. Au lieu de passer un quart d'heure à pleurer sur le toit de la voiture. Ça fait du bien, ça permet d'évacuer aussi. Ça permet d'évacuer aussi. D'accord. Alors, là où j'ai envie de te piquer, et d'une façon importante, c'est que souvent, quand tu entends parler de stress, on l'a vu tout à l'heure avec le nombre de consultations médicales qu'il y a en France sur ce sujet-là, beaucoup mettent en avant des solutions pour gérer et surmonter le stress. Alors, je passe toutes les publicités qu'on peut voir en la matière, mais tu en as certains, c'est les médecines douces, d'autres, c'est la consultation de professionnels, voire pire encore. Toi, tu dis, moi, j'ai une méthode qui est radicale, hyper efficace, et qui arrive, en plus qui est simple, et qui arrive justement à combattre les symptômes du stress et de prévenir leur apparition. Donc ça consiste en quoi cette méthode? Tu es en train de me dire plus d'anxiolytiques, plus de petites pilules homéopathiques, plus d'autres mixtures. Parce que là, encore une fois, on est sur un sujet où on va mettre un pansement sur une jambe de bois.
Alors, il y a les effets placebo qui font que, il y a les effets... Alors, on parle d'une manière générale, il y a toujours des cas extrêmes, que ça soit bien clair pour ceux qui nous écoutent, il y a toujours des cas extrêmes. Mais la méthode que j'emploie moi, que j'ai mis des années et des années à mettre sur pied, je me suis rendu compte quand je fais mes interventions en individuel que les sujets sont toujours les mêmes, que ce soit n'importe quelle strate de l'entreprise. C'est toujours la même chose. Ben oui, parce que tous les humains gravissent la même montagne. On veut tous la même chose. Et en fait, il y en a qui prennent la face nord. Ben oui, face nord, face sud, voilà, exactement. Un jour, j'étais dans une entreprise, j'ai fait 9 accompagnements d'une heure pendant la journée. J'avais une pêche d'enfer à la fin. Et j'ai répété au moins 5 fois la même chose sur ces thèmes-là. Le soir même, je suis rentré, j'ai fait un PowerPoint et j'ai mis ça en mode formation. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, tout ce que j'ai travaillé, c'est au fil des années, ça fonctionne. Donc, j'apprends aux personnes. Alors, soit il y a une formation qui dure 1 heure et que j'aime bien faire en entreprise parce qu'on touche du monde, des salariés en grande quantité. Ça permet de faire les premiers pas pour se détacher de la question, comme on disait tout à l'heure. Je te donne les clés. J'ai vu des présentations comme ça où tu indiques les clés. Après, faut-il prendre la clé et savoir s'en servir. C'est pour ça que je donne une petite clé physiquement, de façon à ce qu'on puisse garder un ancrage. L'idée, c'est de rentrer dans un mode apprentissage, comme on disait tout à l'heure, l'école, et de dire, voilà, j'ai appris ça, maintenant je le mets en place. Il y a des personnes qui savent le mettre en place tout de suite. J'ai des personnes qui me disent 2 ans après, j'ai toujours ton triangle, c'est génial, moi ça m'a super aidé. Et puis d'autres, non, parce qu'il faut un professeur, entre guillemets, un guide, un coach, j'aime pas trop le mot coach, mais bon, pour effectivement mettre en pratique. Parce que le stress de la personne A et de la personne B, eh bien, il est différent. Et donc, si on donne un discours théorique, eh bien, on va aider un maximum de gens, mais pour certains, il faut affiner. Parce que derrière, il y a un problème de couple, il y a un problème de maladie, il y a un problème de com, il y a un problème de je ne suis pas à ma place. Il y a des origines de stress qui sont complètement différentes. Qui se cumulent. Voilà. J'ai un chef d'entreprise qui m'a posé une question, alors je pense que c'est dû à une certaine situation. Le stress est-il contagieux ? Oh là là, 100%. D'accord. Bien évidemment. Okay. Vous avez une collègue ou un collègue en face de vous ou dans votre équipe qui est tout le temps en train de critiquer, de faire la gueule, mais je ne le dis pas, etc., etc. Bah forcément, oui, c'est contagieux. Et puis, vous avez une autre personne qui a... Mais il y en a qui disent même, je sens que l'autre est stressé et donc du coup, ça me stresse. Énergétiquement, on rentre... Moi, j'ai un exemple d'une personne qui est rentrée une fois dans un bureau, j'en dis pas plus, et Mr. Freeze, il est rentré et tout le monde a été stressé immédiatement parce qu'il avait une posture qui inspirait quelque chose de négatif. Selon la perception de chacun, évidemment. La peur, le dégoût, peu importe ce que c'est. Donc, le stress, il est effectivement hyper contagieux. Mais, comme dans l'univers, tout marche dans un sens et marche dans l'autre, le cercle vertueux est accessible à tous. C'est qu'à partir du moment où on a travaillé avec des gens qui ont pratiqué la culture du sourire, le recul, toutes ces questions qui font qu'on a une posture qui est beaucoup plus positive, eh bien, c'est contagieux aussi. D'accord. Alors, juste une question par rapport à ce que tu dis. J'aime bien ton cercle vertueux, mais une personne est stressée à fond et est en train de te contaminer tout le monde. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cette situation ? Tu enlèves la personne qui stresse ? Non, je vais travailler. Tu mets un élément positif qui inverse complètement la situation ? Non, je vais d'abord travailler sur la perception de chacun par rapport à la personne toxique ou à la situation toxique. Ah, parce que tu appelles ça une personne toxique, mais je peux stresser parce que j'ai très peur. Elle peut être toxique. D'accord. Si elle est contagieuse au niveau stress, ça devient toxique. C'est une toxine. Donc, on ne peut pas forcément soit virer la personne, peu importe, elle est là. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de résilience, mais sans complaisance. C'est-à-dire que j'ai eu le cas d'ailleurs d'une personne qui ne travaillait pas, qui lisait son journal. Eh bien, on a travaillé sur la perception des autres personnes. Et comme les autres personnes ont changé, eh bien, il y a eu le reflet a été différent miroir, et cette personne, l'effet miroir. Alors maintenant, il y a des personnes quand même dans le stress qui se mettent à hurler, à te sortir la dégradation de la situation. Il y a des personnes qui sont radicales sur le sujet, qui t'assomment, qui te mettent à l'écart justement pour éviter toute contagion. En conclusion, alors juste avant une conclusion, tiens,
J'aimerais, là, nous avons plusieurs photos sur le stress. Donc, on a eu la personne, en effet, qui se tire les cheveux. Mais là, il y a quelques dessins humoristiques sur le stress. J'aimerais savoir, toi, l'image qui te parle le plus par rapport au stress. Tout de suite, on a une image, j'imagine qu'elle se verra en grand, on a une image de ce personnage qui a la tête sous l'eau. On ne sait pas ce qu'il y a sur son ordinateur. Alors, mais attends, donne-moi l'image. On peut imaginer. Donc, c'est la personne qui a la tête sous l'eau. La personne qui a la tête sous l'eau. Par Pourquoi contre, ça te parle bien, toi, parce qu'elle a l'esprit clair. Elle a l'esprit Donc, clair. comme tu disais, ta méthode. Voilà. C'est le fait Elle a de prendre de la compris hauteur que quand par on rapport- passe au-dessus, on arrive à observer ce qui se passe. Je vais prendre un exemple très simple, je vais faire très vite. Autrefois, il y a très très longtemps, dans les grandes batailles, les grands chefs, ils avaient le glaive à la main. Plus tard, ils ont compris, du temps de Fallait se César, mettre, Napoléon plus tard, etc., ils étaient en haut, sur une butte, en en haut de la hauteur. colline. Et pendant la guerre de sécession, ils ont monté des ballons dans le ciel avec une corde et on descendait un message sur un petit sac de sable et l'estafette passait les messages à la cavalerie ou à l'artillerie. La hauteur. Il n'y a que en prenant de la hauteur. Donc, même quand on est sous l'eau, il faut garder quand même une partie de son cerveau un peu en dehors. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le calme intérieur permet. calme intérieur. Vous savez, il y a une phrase, il y a une phrase qui dit que la colère hurle, mais l'intuition chuchote. Oui. Alors justement, avant que nous nous quittions tous les deux, un conseil. Le méga conseil. Le méga conseil, comprendre, regarder sans juger, mettre les jugements à la poubelle, observer une situation telle qu'elle est, sans la juger, et se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Je travaille sur moi pour mieux comprendre, je communique différemment, j'agis différemment, mais je suis en haut. En fait, c'est comme un échiquier, quand on a quelqu'un en face de soi, ce n'est pas un ennemi, on joue un jeu. La vie étant une grosse farce, on peut jouer avec et se dire, voilà, mon ennemi, que ce soit une situation ou une personne, est en train de bouger ses pions d'une certaine manière. Ok, d'accord, il a sa raison, je le respecte. Moi, mon rôle, c'est de me positionner par rapport à ça, pas pour mon propre avantage, mais pour l'avantage de la situation, des deux, etc., etc. Il y a un mot respect qui est au milieu et qui est super important. Donc, observer, comprendre. Alors, est-ce que je t'ai stressée durant cette interview? Ouais, tu vois, je tremble. Tu trembles. Mais pourquoi j'ai pas de stress? Parce que je suis... C'est un échange. Oui, déjà. mais parce que je Chacun suis ses- aligné. Oui. J'ai rien à prouver. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qui aura Oui. été dit, mais c'est normal. On ne Oui. peut pas plaire à tout le monde, c'est même le titre d'une émission. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, C'est dans le partage on et dans partage l'échange. et je ne cherche pas à obtenir quelque chose, je suis juste aligné. Et quand on est bien aligné, ça c'est un comportement entre humains, quand on est bien aligné, on dit ce qu'on pense, et on fait ce qu'on dit, eh bien tout se passe bien dans le respect de tout le monde. Bon, alors moi je te rassure, tu ne m'as absolument pas stressée. En tout cas, je te remercie beaucoup Philippe, C'est moi pour qui te cet remercie. échange. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Park. D'ici là, likez, commentez, partagez. Adressez-nous vos idées. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de Philippe. Merci à toute la régie, sans oublier notre photographe. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, ne stressez plus.